Semaine spéciale consacrée aux commémorations des 80 ans de la rafle du Veldiv sur RCJ. Il y a 80 ans, la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, la police française arrête près de 13 000 juifs à Paris, dans le département de la Seine, au cours de la plus grande vague d'arrestations de juifs pendant la Shoah en France. Des familles entières, hommes, femmes et enfants, sont arrêtés chez eux au petit matin et conduits dans l'enfer du vélodrome d'hiver avant d'être déportés quelques semaines plus tard à Auschwitz. Seule une petite centaine d'entre eux reviendront. RCJ, vous le savez, consacre une semaine spéciale de programme à l'occasion des commémorations de la rafle du Veldiv, au cours de laquelle la France accomplissait l'irréparable, selon les mots de Jacques Chirac en 1995. Le président de la République reconnaissait pour la première fois la responsabilité de notre pays dans l'arrestation et la déportation des Juifs. Bonjour Annette Wewerka. Bonjour. Vous êtes historienne, l'une des meilleures spécialistes de l'histoire de la Shoah. Les auditeurs de RCJ vous connaissent bien. Merci d'être avec nous ce matin dans cet essentiel dans lequel nous allons avec vous expliquer et comprendre pourquoi cette rafle d'une ampleur inégalée en Europe de l'Ouest n'a finalement pas atteint les objectifs que s'étaient fixés les nazis et leurs collaborateurs de Vichy. Nous évoquerons également l'importance des témoignages oraux au travers deux récits inédits, ceux de deux rescapés de la rafle du Veldiv. Tout d'abord, celui de Marguerite, 88 ans, enregistré la semaine dernière et qui évoque pour la première fois son histoire. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Nathan Simès. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de participer en direct à cette émission. Vous non plus, je crois, Nathan Simès, jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas ressenti le besoin, en tout cas publiquement, de raconter votre enfance de petit garçon juif dans le Paris occupé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, presque 80 ans jour pour jour, après la rafle du Veldiv, vous avez décidé de témoigner ? Parce que les souvenirs remontent maintenant que je suis à la porte de sortie. Et ces 80 ans d'histoire m'ont ramené 80 ans du fait qu'on fête les 80 ans de la rafle du Veldiv. Ça m'a rappelé, justement, mais sans ça, j'en parlais pas. À part à mes enfants. Et là, les souvenirs enfin ceux qui me restent, me reviennent parce que les médias disent 80 ans, la rafle du Veldiv, vous en avez parlé. Et puis, j'ai l'impression que ce qui me reste en mémoire va peut-être me soulager pour le restant de ma vie. Annette Wewerka, on sait que les rescapés des camps d'extermination, des camps de concentration, ont mis du temps avant de pouvoir parler et raconter ce qu'ils avaient vécu. Pour ce qui est de ceux qui étaient des enfants sous l'occupation, cette parole aussi, finalement, on s'en rend compte, elle est rare ou elle arrive tardivement. Vous l'avez constaté également ? Je crois d'abord, et je me réfère à ce que disait Simone Veil, que si les rescapés des camps ont très vite cessé de parler, c'est surtout parce qu'on ne les écoutait pas. Et c'est très important, quand on parle, d'avoir le sentiment qu'on est vraiment écouté. Qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants qu'on a appelés d'un terme générique qui est né au début des années 90, les enfants cachés? Ils ont eu le sentiment que leur souffrance, s'il y avait souffrance, elle était un peu dérisoire par rapport à celle de leurs parents qui avaient été déportés et qui n'étaient pas revenus, ou par rapport aux parents qui étaient revenus. Et je crois que c'est la raison principale pour laquelle il a fallu ce temps. Et puis, il faut bien le dire, il y a quand même aussi un appel de l'ère du temps. Nathan Simiès vient de le dire, on parle de 80 ans, on parle de la rafle du Veldiv, et nos souvenirs, ils viennent aussi des sollicitations extérieures. Oui. Donc, je crois que tout ça fait que les enfants qui sont aujourd'hui des personnes âgées, qui sont des grands-parents, parfois même des arrière-grands-parents, peuvent parler, ont le sentiment qu'ils vont être écoutés et peut-être même compris. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire de la rafle, on en parle beaucoup cette semaine sur RCJ. Juste d'un mot, Annette Wewerka, elle est organisée de bout en bout par les Français, mais ils répondent à une demande allemande. Alors, très rapidement,
C'est une rafle qui est dans le cadre de la solution finale. Et il faut être très clair, la solution finale, elle est nazie, elle est allemande. Mais elle se fait dans le cadre de la collaboration avec cette idée dont on voit aujourd'hui la perversité, qu'il faut garder la souveraineté sur le territoire français. C'est donc la police parisienne ou ailleurs que Paris, ailleurs que le département de la Seine, d'autres forces de l'ordre, qui va procéder aux arrestations. Il n'y a pas un Allemand visible pendant les 2 journées de cette rafle. Nathan Simès, on va venir tout de suite à ces journées terribles des 16 et 17 juillet 1942, mais juste d'un mot, racontez-nous qui étaient vos parents. C'était des juifs polonais? Juifs polonais, venus de Pologne, bien sûr, en France, dans les années 20. Pour gagner un petit peu mieux leur vie, ou fuir l'antisémitisme qui régnait là-bas, de Russie, de Pologne. Il y en a beaucoup qui sont. Mes parents faisaient partie du lot, ils sont venus. Mon père pour étudier, parce qu'il était étudiant, ma mère pour travailler. Et ils se sont rencontrés. Il a arrêté ses études pour épouser ma mère. Voilà. Et puis, ils ont travaillé à la machine à coudre, comme tous les juifs askénazes de l'époque. On n'avait pas de diplôme pour faire... Ils n'avaient pas de diplôme. Ils étaient tailleurs, fripiers, marchands, forains, etc. Mais... c'est tout ce que je peux... Et vous vous êtes installés, ils se sont installés dans le 11e arrondissement? Non, au début, moi quand je suis venu au monde... Vous êtes né à Paris? Moi je suis né à Paris 13e, à l'hôpital La Pitié, tiens, ça porte bien le nom. C'était pas la Salpêtrière, c'était Pitié à l'époque. Je suis né là, parce que les ouvriers... on n'avait pas les moyens d'aller à la clinique. Je suis né là, et puis on habitait au début dans une pièce. Mon frère aîné, qui était né 3 ans et demi avant moi, on habitait au métro Le Dreux-Rollin, dans une pièce. Il y avait une pièce pour travailler, manger, dormir, un petit coin de cuisine. Et puis en 1936, l'année du Front populaire, on a trouvé un appartement plus adéquat pour nous. On était 4, rue des Immeubles Industriels, où je suis resté jusqu'à mon mariage. Alors on va revenir à ce 11e arrondissement. C'est surtout le 11e, c'est grand, mais la rue des Immeubles Industriels, elle est très particulière. Très particulière dans l'histoire de l'habitat ouvrier, mais surtout dans l'histoire des immigrés, et notamment des immigrés juifs. C'est une rue spéciale du 11e. Dans votre immeuble, beaucoup de juifs, Nathan, avant la guerre. Au numéro 7, mais toute la rue, c'était une rue... On pouvait travailler sans être embêté, parce que les machines à coudre, ça fait du bruit. Et c'était industriel, il y avait dans les étages, à partir de l'entresol jusqu'à, je ne sais plus, 4e ou 5e, on pouvait exercer. Et donc, tous les juifs qui avaient besoin de manger, faisaient pantalon, travaillaient à la machine. La rue a fait 120 mètres de long. Elle est très courte, c'est une rue qui a été percée à la fin du 19e siècle, avec des immeubles industriels, c'est-à-dire la force motrice dans les caves, et les habitations et les ateliers. Et elle est célèbre aussi parce que Marcel Reymann, l'affiche qui rouge, était un copain de mon frère. Au numéro 1. Les frères Lamberger, qui ont été des grands résistants. Et puis Lucienne Goldfarb, dite la Rouquine. Enfin, c'est une rue qui a fait l'histoire. Il y avait des juifs. Il y avait 19 ou 20 numéros maximum. Des juifs à tous les numéros, il y avait des juifs. Des copains d'école. Enfin, il y avait 2 écoles. Il y avait la rue Titon et l'avenue Bouvines. Donc, on partageait. C'était un shtetl, comme on dit maintenant. C'était un shtetl. Et tout le monde se connaissait, ce qui joue aussi un rôle, je pense, dans votre histoire. Tout le monde se connaissait dans la rue. C'était un tout shtetl, le monde, parce qu'il n'y a pas d'argent,
télévision, on n'en parlait même pas encore. Il y avait quelques radios. Et à la belle saison, tous ces gens-là, ces ouvriers comme mon père, comme les Wimbert, comme les Reich, ils se retrouvaient au coin, il y a une pharmacie, ils se retrouvaient sur le banc et ils parlaient de leur passé, de leur vie actuelle et passée à Varsovie ou ailleurs. Et ils parlaient en yiddish uniquement. Ils étaient très contents de se retrouver. Puis ils remontaient à la maison la nuit venue. Mais il y avait... Je me souviens de ça. C'était fabuleux. Les rares fois où j'ai pu regarder, parce que j'étais jeune, il fallait que je me couche de bonne heure. Mais on les voyait. Et puis, il y a eu... on habitait au 7, on avait un 2 pièces, après on a pris à côté, mon père a eu un 3 pièces pour pouvoir travailler un peu mieux, et le 2 pièces donnait sur la rue, le 3 pièces sur la cour, au début aux 2 pièces, et il y avait quelques bagarres. J'ai vu, trop petit pour participer, et j'ai vu mon père et d'autres, tous les quelques juifs hommes qui étaient dans la rue, il y en avait pas mal, contre des antisémites, des croix de feu, qui venaient chercher la bagarre parce qu'ils savaient qu'il y avait des juifs dans cette rue. Et ils venaient les insulter. Mais ils ne se laissaient pas faire. Et j'ai vu de ma petite taille de l'époque, j'ai vu des bagarres, j'étais très content. Alors on va avancer un peu et arriver au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Votre papa est engagé volontaire au début de la guerre, en 1939, année des Vurka. Ça aussi, il faut le noter, c'est important. Beaucoup de Juifs... Massivement, les Juifs se sont engagés et ont été affectés au 21e, 22e, 23e régiment de volontaires étrangers. Ils ont été instruits légèrement avec des équipements très, très défectueux, beaucoup au camp de Sept-Fonds. Et certains se sont battus, certains ont trouvé la mort. Il y a au cimetière de Bagneux un monument aux volontaires juifs qui ont trouvé la mort dans les combats de 40. Mais d'autres n'ont pas combattu. Et ceux qui n'avaient été ni faits prisonniers, parce qu'il y a eu des prisonniers de guerre juifs, ceux qui étaient ni prisonniers, ni qui avaient trouvé la mort au combat, ont été démobilisés, sont rentrés chez eux. Et moi, le seul regret que j'ai eu après, c'est que mon père ne se soit pas fait prisonnier. Parce que les prisonniers de guerre, c'est le paradoxe que les prisonniers de guerre ont passé, certes, 5 années en stalag, mais ils ont été protégés. Et les familles même qui étaient à Paris, parfois... Alors parfois, notamment puisqu'il est question de la rafle du Veldiv, parmi les exemptions, il y avait les femmes et enfants de prisonniers de guerre. Ça ne veut pas dire que ça a été... voilà. Mais ils ont été arrêtés, un certain nombre en 1944, et déportés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Oui. C'est une histoire très compliquée. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue par Delphine Richard sur l'histoire des prisonniers de guerre juifs qui est passionnante. Nathan Simès, on va avancer un petit peu dans votre récit. Votre père revient, il est convoqué en mai 1941 pour la rafle du billet vert. On était revenu, il a été démobilisé à Aurillac, où on était, nous, dans un petit bled à 30 km avec quelques familles. Il est venu nous rejoindre en uniforme, je me souviens, parce que c'était la débâcle pour l'armée française, et on est remonté à Paris. Il a retrouvé l'appartement qu'on avait, il a recommencé à travailler, ouvrier à domicile, et il a reçu, comme vous dites, ce papier vert. Moi, je ne me souviens pas de ce papier. Et pour se présenter au gymnase Japy avec une valise, avec une petite, avec quelques affaires personnelles. Et c'est là que ma mère lui a dit n'y va pas parce que il y a quelque chose qui va se passer de pas bien. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu emmènes des affaires, donc c'est qu'ils veulent te garder. Et papa, il me dit mais comment?
je viens d'être démobilisé, j'ai fait la guerre, elle a duré ce qu'elle a duré. C'est pas les Français qui vont me faire du mal, ça a été sa faute. Et là, il y a été la fleur au fusil, comme on dit. C'est étrange ce que vous racontez, parce que globalement, tout le monde raconte la même histoire. La même histoire. Et mon oncle, Roger Perelman, qui avait 18 ans, a été convoqué. Et c'est pareil, c'est ma grand-mère qui lui a dit « n'y va pas oui. ». Et il a dit, lui était étudiant au lycée, élève au lycée Condorcet, il a dit « qu'est-ce que je risque ?» Et il est parti, c'était au commissariat de l'Opéra, c'est peut-être le 9e arrondissement. Et d'une façon générale, apparemment, ce sont les femmes qui ont eu une meilleure intuition du danger, puisque personne ne savait rien. Et puis, de toute façon, il n'y avait pas de solution finale en mai 41, hein, c'est après. Mais c'est les femmes, apparemment, parce que ce que vous dites, beaucoup le racontent de la même façon. Bien sûr. Les mères ou les épouses qui disent « n'y va pas », et l'homme qui dit « qu'est-ce que je risque ?» Et aussi, il y avait cette confiance, Annette Viviorca, dans la France, dans la République, dans le pays des Lumières. On se disait, heureux comme un juif en France, il ne pourra rien nous arriver avec les Français. Absolument. D'abord, ils ont été... je ne sais pas s'ils ont été heureux, mais ils ont été moins malheureux qu'en Pologne. En France, ce qui est certain. Et il y avait un début d'intégration. Vous écoutez Nathan, il n'a pas une pointe d'accent. Donc vous êtes un produit de l'école de la République. Ah bah ça, je suis né, voilà. d'abord, je suis né donc les enfants allaient à l'école. Ils gagnaient leur vie en travaillant beaucoup. Vraiment beaucoup. Et même s'il y avait les bagarres que vous évoquez avec... c'était quand même pas quelque chose qui posait un vrai problème. Mais... Et ce billet vert... alors d'abord, il faut dire qu'il y a quand même chaque fois beaucoup de juifs qui n'y répondent pas. Hein. Il y a 6000 fiches qui ont été sorties. Il aurait dû y avoir 6000 arrestations de juifs, hommes, étrangers. Et il y en a que, je mets toujours des guillemets quand je dis que, 3700. Mais rue des immeubles industriels, votre père y va, le père des Lamberger y va, le père de Lucienne Goldfarb y va. C'est-à-dire qu'en fait, la rue des immeubles industriels, après mai 41, il y a une partie des hommes qui ne sont plus là. Voilà. Entre ceux qui sont prisonniers de guerre, ceux qui sont internés à Pithiviers au Bois-de-la-Rolande, puisque ça a été la destination de ces arrêtés du billet vert. C'est une rue où il y a pratiquement plus d'hommes, sauf des hommes très âgés ou des très jeunes, enfin on dirait des ados, quoi, des jeunes de 16-17, puis des gosses et des femmes. Gosses. Mais même des ados, il n'y en avait pas beaucoup. Et mon père disait, mais il adorait la France, le pays des droits de l'homme. C'est ça et il s'est dit, ils ne peuvent pas me faire ça. Le pays des droits de l'homme, ils y ont été... le billet vert, ils n'en avaient rien à faire. Ils ont été, c'est comme vous dites, les femmes qui réfléchissaient plus. Les hommes étaient impulsifs. Ils disaient, on vient de faire la guerre, on vient de... ou pas, mais on est dans un pays de liberté. C'est pour ça qu'ils étaient en France. Et c'est ce qui a causé leur perte. Alors, on arrive... Au mois de juillet 1942, votre père est donc à Pithiviers, vous êtes à Paris, dans le 11e arrondissement avec votre mère et votre frère. Que se passe-t-il la veille du 16 juillet? Moi, personnellement, on est au courant de rien. Et je crois qu'on allait à l'école. Et ma mère, elle était dans le quartier depuis 1936. Donc on connaissait du monde, ma mère allait faire ses courses, et elle rencontre un policier en civil. Mais il y avait des policiers qui étaient communistes. Pas beaucoup, mais il y en avait. Et qui ne supportaient pas, justement, et l'occupation et la collaboration. Et qui a dit, Madame Simès, ce soir, ne dormez pas chez vous, on vient vous chercher demain matin. Comment mon père était déjà à Pithiviers. Non, il était à Auschwitz même. C'était en 1942. Absolument. Il était à Auschwitz.
les nazis et les Français, enfin bon, ont vidé les camps Du Loiret, du Loiret, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Oui. pour faire de la place Oui. pour les femmes et les pour enfants. les familles de la rafle. Et- Donc ils sont partis en juin, les premiers convois sont partis en juin. Et 42. puis, à partir de là, ma mère, il n'y avait quand même pas que des juifs ou des immeubles. C'était une rue industrielle. Il y avait des cartonniers, il y avait des menuisiers, il y avait des ébénistes, il y avait des tourneurs sur bois. Ils n'étaient pas juifs. Et il y en a un qui a dit à ma mère que parce que son fils connaissait mon frère, il était plus âgé. Je demande à mon père. Quand il a su, et le père a dit, écoutez, moi je vous laisse mon atelier, parce qu'il n'habitait pas là, je vous laisse mon atelier de cartonnage, il y avait des cartons partout, mais pas un bruit, parce que sinon c'est moi qui vais être arrêté. On était 2 familles, mais je ne me souviens pas de la deuxième. Je peux vous le dire, ça, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. On a dormi, et puis à 5h du matin ou 5h30, j'ai entendu, il n'y a pas d'ascenseur dans ces immeubles, le bruit des brodequins. Comme ça, qui montaient dans les étages parce qu'ils savaient où étaient les juifs. Ils avaient les listes. Ils frappaient aux portes. Mais là, comme on était dans un atelier à de carton qui appartenait pas à un juif, on était tranquille. Ils sont repartis après. Mais une petite parenthèse pour moi, j'étais trop jeune pour avoir peur. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour moi, c'était jouer aux cow-boys, aux Indiens. C'est impossible. J'ai pas pris conscience du danger. Ma mère et mon frère, oui. Moi, non. Combien de temps est-ce que vous êtes resté caché chez le cartonnier? Le jour de la rafle. Et une fois que les autobus étaient pleins et qu'ils sont repartis pour aller au Veldiv ou je ne sais où, on est rentré à la maison, mais on n'est pas resté parce que il y a eu après d'autres, ils sont revenus plusieurs fois pour chercher ceux qui manquaient peut-être. Et là, on s'est caché chez mon grand-père, passage Bas-Froid, où il avait 70 ans à l'époque. Et il n'avait pas été inquiété, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de juifs là-bas. Il ne s'est rien passé pour lui au début. Et il avait une pièce, on a dormi à 4 dedans, ma mère sur les chaises, et nous 3, mon frère, moi et mon grand-père, dans un lit. À 3, mais les lits de l'époque étaient très larges. Et ma mère sur les chaises, et puis, quelques mois après, il s'est fait arrêter. Alors, avant de vous redonner la parole, Annalise Viorca, je voudrais qu'on écoute la première partie du témoignage de Marguerite, 8 ans, 1942. Son père, également arrêté pendant la rafle du billet vert, interné lui aussi dans les camps du Loiret. Elle est à Paris avec sa mère Hélène, sa petite sœur de 3 ans, dans le 11e arrondissement. Et elle nous raconte ce qui s'est passé pour elle et sa famille ce 16 juillet 1942 au petit matin. Le 16 juillet, à 6h du matin, on dormait les fenêtres ouvertes dans une pièce. Il y avait une kitchenette et les cabinets étaient juste en sortant dans le couloir. Elle a entendu des cris. Elle a pris ma sœur et moi en chemise de nuit, elle aussi, son petit sac sous le bras, et elle a été frappée chez Madame Bobette, notre voisine, qui était un monstre. Parce qu'elle insultait toutes les femmes de prisonniers qui couchaient avec le facteur ou que c'est un démon. Et quand maman elle entend ces cris, elle prend ma sœur et moi, et elle va frapper chez Madame Bobette, ce démon. Et Madame Bobette, géniale, elle dit « Madame ma chère, ne restez pas chez moi. Vous avez la voisine du premier qui vous a dit s'il y a quelque chose, vous pouvez venir chez elle. Parce que si vous n'êtes pas là, ils vont frapper chez moi. » Et Guiguite, on m'appelait Guiguite aussi le surnom, Guiguite ne dira rien, mais Jacqueline est petite, elle peut pleurer si elle voit des hommes. C'est descendé, elle nous a sauvé la vie sans le savoir. Parce qu'exactement après, elle lui a raconté, ils ont frappé chez elle. Et la concierge disait, c'était pas les nazis là, c'était la milice française. Mais je l'ai vue rentrer hier soir avec ses 2 petites filles, elle est là. Et ils ont sonné, maman n'ouvrait pas puisqu'elle n'était pas là. On est descendu à pied en 30 secondes au premier. On a frappé à la porte, elle a ouvert et elle nous a mis dans son lit tout chaud. Et elle a pris une petite robe de chambre et elle est sortie. Pour voir ce qui se passait.
Elle est revenue quelques instants après, toute blanche, ça c'est maman qui nous a raconté, toute blanche. Elle dit, Madame la chère, il y a la police avec la gardienne qui vient de descendre de chez vous. On les avait ratés à quelques minutes. Annette Viorca, la police française et les Allemands n'ont pas atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés, puisque je crois que près de 30 000 arrestations étaient prévues et il n'y en a eu que 12 888 les 16 et 17 juillet. Ce sont ces gestes de solidarité de la part d'amis, de voisins. Je pense déjà qu'il figurait sur les listes des gens qui étaient déjà internés, comme votre père, Nathan, à Pithiviers-Aubonne-la-Rolande, et même pour la plupart d'entre eux déjà déportés. Et puis, beaucoup de Juifs quand même étaient déjà passés en zone libre. Donc, il ne faut jamais oublier de penser à l'imagination qui a été celle des populations juives pour se sauver elles-mêmes. Et puis il y a eu les fuites, beaucoup de fuites, des fuites comme de policiers communistes ou pas, qui a fait que un certain nombre de femmes et d'enfants étaient cachés. Et puis il y a eu aussi des comportements très différents des policiers. S'ils frappaient et qu'il n'y avait personne. Ça a été le cas, par exemple, au 67 rue Rochechouart, dans l'appartement de mes grands-parents. Donc, il y avait mon grand-père, ma grand-mère, ma mère. Les flics ont cogné, ils n'ont pas ouvert et ils sont partis. Et il y avait des cas où ils défonçaient la porte. Donc, il y a eu ces situations qui étaient très contrastées. Il y avait des moments où les flics disaient « Ah ben, vous n'êtes pas prêts, je repasse dans tant de temps ». Et puis... il y en a qui attendaient. Il y en a qui attendaient. Alors, il ne faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui attendaient. Parce que pour pouvoir être sauvé, il fallait soit avoir des connaissances dans les environs. Donc, pour les milieux des immigrés, c'est quand même des milieux assez homogènes et assez clos. Et puis, un peu de sous aussi, pour pouvoir envisager de payer un passeur, faire une fausse carte, enfin tout ce qui a permis le sauvetage. Donc le fait d'avoir des résultats bien au-delà de leurs espérances est dû quand même à plusieurs facteurs. Alors, au sujet du rôle qu'ont joué certains policiers pendant la rafle du Veldiv, je voudrais vous faire écouter un autre témoignage inédit. Il vient des archives d'une famille, la famille Goldman. Il a été rédigé il y a quelques années par Claudine Goldman, qui avait 13 ans en 1942. Il nous est lu par sa petite nièce, Clara. Paris, 16 juillet 1942. Les beaux jours ont une fin. Quelqu'un de la police nous a prévenu qu'il ne fallait pas coucher à la maison cette nuit. Nous sommes allés dormir chez Mémé Guérin et sa fille André plusieurs nuits. Nous faisions le trajet à pied jusqu'à Neuilly où elles habitaient. Nous nous amusions à jouer à la défense passive puisqu'il était interdit de garder les lumières allumées. Nous avons eu beaucoup de chance grâce aux relations de maman, ce qui prouve combien elle était appréciée. Un autre de ses patients, M. Mercier, nous a fait prévenir par un agent de police, lui aussi client de maman, de la rafle imminente, connue sous le nom de rafle du Veldiv. Pour finir, maman a décidé notre départ pour la zone libre à Perpignan. Une patiente de maman, Madame Lompré, avait de la famille à Bastanaise, un village proche de Pau. Ils nous ont autorisés à passer par leur maison, qui était en zone occupée, et le jardin en zone libre. Je suis passée la première avec Mademoiselle Berthelot, la fiancée de Liquet. Maman est venue ensuite avec mes deux frères, sauvés encore une fois. Annette Viorca, ce qu'on entend, en tout cas moi, ce que j'entends dans ces témoignages, qui, je le rappelle, sont inédits, hein, c'est la première fois qu'on les entend, c'est toute une chaîne de solidarité, en fait, qui se met en place grâce aux relations, grâce aux amis, c'est ce qui vous est arrivé et qui a permis le sauvetage des trois quarts de Juifs de France. Enfin, en tout cas, là, quand on parle du Veldiv, la moitié ont réussi à échapper. C'est ceux qui n'étaient pas insérés dans le tissu social, qui ne parlaient pas français, qui n'avaient pas d'argent. C'était plus difficile. Mais après la rafle, beaucoup ont essayé de passer en zone libre. Le prix des passeurs a flambé. Et la police veillait. Elle veillait notamment aux gares. Gare de Lyon, gare d'Austerlitz, Montparnasse. Et il y a eu des contrôles et des personnes qui ont été
arrêtée alors qu'elle voulait passer en zone libre. Mais une fois que vous étiez passé en zone libre, c'était pas forcément terminé. Moi, j'avais étudié le cas de Lucienne Goldman Lucienne Goldfarb, excusez-moi, pour mon livre, c'était Juif résistant communiste. La famille de Lucienne, le petit frère et la mère, et elle, réussissent à passer à Châteaumeillan. Châteaumeillan, c'est dans le Cher, c'est pas très très loin de Bourges. C'est un des premiers bourgs au sud de la ligne de démarcation. Mais là, contrôle de la gendarmerie, elles sont passées sans Ausweis. Je pensais si on pouvait avoir un Ausweis pour aller passer. Et du coup, Lucienne Goldfarb est internée à la prison de Bourges et sa mère est renvoyée en zone occupée où elle et le petit frère seront arrêtés et déportés. Donc, voilà, il y a des cas différents et il ne faut pas croire qu'après la rafle, les policiers les forces de l'ordre se croisent les mains. Mais, elle est suivie en août, il ne faut jamais l'oublier, en août 42, par des rafles en zone dite libre. Et c'est la première fois, c'est le seul pays où dans une zone, il n'y a pas d'Allemands. Dans une zone où il n'y a pas d'Allemands. Et de 26 août, les arrestations. Et la persécution va se continuer jusqu'à la libération, même si Vichy retire en partie ses billes de la collaboration des forces de police. Nathan Simès, racontez-nous ce qui vous est arrivé après la rafle du Veldiv. Vous allez donc chez votre grand-père, mais vous n'y restez pas car c'est trop dangereux. Et là encore, vous avez des amis qui vous aident. Je ne reste pas du fait que ça allait jusqu'au moment où mon grand-père a été arrêté. Mon grand-père, il parlait de la main gauche, il parlait pas français, il parlait que le yiddish. Il a eu le tort de descendre rue Bafroid dans un café, voir quelques personnes. Là, la police arrive, contrôle d'identité. Une bande à mon grand-père, déjà, il parle pas. Ils ont vu tout de suite que c'était pas un Gaulois. Et Abraham Finkelstein, ils savaient tout de suite. Et ils l'ont arrêté. Et ils lui ont dit, vous avez... Et votre femme, où elle est? Lui, il ne comprenait pas. Il a compris sa fille, ma mère. Vous avez une femme? Oui. Où? Là, passage Bafroid. On va aller la chercher. Mais c'était pas ça. Ma grand-mère était morte. Et ils avaient compris ça. Ils sont montés, mais on a eu le temps. Parce que ça va vite, le bouche à oreille, dans des petits quartiers comme ça, de se cacher chez la voisine qui était juive turque, mais on ne prenait pas les... Pas les Turcs, absolument. À l'époque, ils avaient un accord, on ne prenait pas les juifs turcs. Parce que c'était un pays allié des nazis. Oui. Oui, il y a eu des pays qui n'ont pas... Les juifs américains, par exemple, se sont retrouvés au camp de Vittel. Il y a eu des exemptions de Port de l'Étoile aussi. Donc, ces voisins, c'était un tout petit immeuble vétuste. Comme eux, ils étaient un peu à l'abri momentanément, ils ont dit mettez-vous sous la table. Ça faisait qu'il y avait des nappes de table qui descendaient jusqu'au sol. On s'est caché là sous la table, parce que c'était tout petit. La police est venue vérifier chez mon grand-père. On vient chercher sa femme. Il tape chez la voisine, où on était cachés. Sa femme est morte en 1940. Elle était morte, ma grand-mère. Mais il nous a dit qu'il ne comprend pas, il ne parle pas français, etc. Et ils n'ont pas insisté, ils sont partis. Mon grand-père est mort après en déportation. Et ils ont laissé l'appartement vide. L'appartement, la pièce. Et à partir de là, on est parti. Moi, je suis parti dans la Sarthe, je suis parti où j'ai subi des chômeurs. Enfin, dans une famille de paysans que votre mère payait? Oui, 900 francs. Je me souviens du 900 prix. Francs par mois? 900 francs par mois pour que j'aille. J'étais dans la Sarthe
pour aller à l'école. Mais, l'école, eux, ils n'y avaient pas été. Ils ont dit, ce gars-là, j'avais 11 ans ou 12 ans, je ne me rappelle plus. Il va travailler, il va nous aider. Donc on payait 900 francs et je travaillais la terre. Et comme je n'étais pas formé encore en tant qu'homme, avec la charrue, j'étais pas... il me tapait. J'ai pris des coups, ils étaient 2 frères, 18 et 20 ans. J'avais 12 ans à l'époque, 11 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pris des coups et je me souviens une chose, j'avais une brosse à dents. Quand je suis parti là-bas, il fallait se brosser les dents. Eux, ils disaient ça n'existait pas. Ils m'ont jeté ma brosse à dents. Quand je suis revenu à la Libération, j'avais les dents toutes rayées, à moitié pourries. On les a sauvées, je ne sais pas comment. Et puis, si je dois raconter tous les coups que j'ai pris, personne ne me croira. Mais un gosse, c'est résistant. J'ai résisté jusqu'à la Libération. Et ils ne savaient pas que j'étais juif. Mais on vous donne une carte d'identité, une carte d'alimentation. Oui. On part avec. Et il y avait marqué juif, en rouge. Ma mère l'avait effacé. C'était du carton, c'était tout fripé. Et quand il a fallu, au bout de 6 mois, changer cette carte d'alimentation à la mairie du village, c'était Maillet, dans la Sarthe, c'est pas moi qui suis allé, c'est les gens avec qui j'étais. Et puis la dame qui était préposée, elle a dit « Mais vous avez un juif chez vous ?» Je ne savais même pas. Un juif, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Et puis ils lui ont montré la trace. Ils ne m'ont pas dénoncé. Parce que je rapportais de l'argent, du fait que je travaillais comme un esclave. Votre mère a été sauvée. Comment? Votre mère. Ma mère, je ne sais pas où elle était. Oui, mais elle a été sauvée aussi. Vous avez retrouvé votre mère à la Libération. Oui. Et à votre la frère? Libération, mon frère en 1944, quand Paris a été libéré, il est venu me chercher. Il était à Lyon, votre frère, je crois, pendant la guerre. Il était chez un de mes oncles, à Lyon. Ma mère, je ne sais pas, mais c'est une femme très forte. Elle a dû... Les femmes juives étaient très fortes. Très fortes, beaucoup de caractère, elle a fait beaucoup de choses. On va écouter la suite, pardon de vous couper, mais le temps avance. La suite du témoignage de Marguerite, on l'a laissée donc dans l'appartement de la voisine du premier étage avec sa mère et sa sœur. On écoute ce qui leur est arrivé après. Elle nous a sauvé la vie, elle nous a mis dans le lit. Et après, quand la police est partie, elle a surveillé que la concierge n'était pas là, qu'elle est partie faire les courses. Elle est montée avec maman. Maman a pris, pour nous habiller, on était en chemise de nuit. Et c'était l'été. Elle a pris des vêtements pour elle, pour ma sœur et moi. Et elle a envoyé la dame chez le patron, rue de la Folie-Méricourt, puisque c'était aussi dans le 11e, pour demander si on pouvait venir chez lui. Puisqu'il avait dit, si votre femme a besoin, qu'elle fasse appel à moi. Elle est revenue. On a encore attendu que la concierge s'en aille. Et on a vite couru, ma sœur dans les bras de maman ou de la dame, et moi donnant la main, chez monsieur et madame Guillard. Et c'était déjà l'après-midi, on est resté la soirée, et la nuit, au milieu de la nuit, on a frappé des coups très forts dans la porte, et un Allemand qui parlait, ça c'était déjà des Allemands. On cherche une femme avec 2 petits-enfants. Et M. Guillard était d'origine bourguignonne, avec cet accent qui roulait très fort. Et il a hurlé, mais qu'est-ce que c'est de déranger les gens? Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est qu'on dérange en pleine nuit? Il a claqué la porte. On a frôlé aussi, sans le savoir. Et ensuite, et le lendemain matin, M. Guillard dit à sa femme, tu sais, vous, Madame la chère, il faut laisser passer, vous reviendrez après, mais vous savez, j'ai une petite maison de campagne à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le parc Beau Séjour. C'était entre Morsan-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous allez aller là-bas, et quand tout sera calmé, vous reviendrez.
nous avons pris le... Alors, est-ce qu'on a été à pied ou en métro? Mais je sais qu'il y avait un Allemand assis à côté de nous, dans le métro. Ou dans le train, je sais que c'est à la gare d'Orsay qu'on prenait pour aller à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et on est arrivé là-bas, et on est resté jusqu'à la fin de la guerre, parce que cette dame qui nous avait sauvé la vie, qui habitait notre immeuble au 1er, nous au 7e, elle a dit « Ne revenez pas, Madame Machère », elle l'a dit à Monsieur Guillard, parce qu'on cherche les gens qui n'étaient pas là la première fois. On se promène avec les photos dans le quartier, paraît-il. Des gens qui étaient absents. Donc il dit « Ne bougez pas, vous restez là ». Voilà, c'est ce que vous disiez il y a un instant, hein. Après la rafle, ça Oui, continue. oui. Ça continue jusqu'à la fin. Hein. Quand vous regardez le registre des entrées à Drancy de la préfecture de police, c'est d'ailleurs assez stupéfiant, parce que c'est le même registre qui va servir sans rupture à l'entrée des collaborateurs à Drancy. Donc vous voyez que jusqu'au dernier jour qui précède la libération de Paris, on continue à arrêter, on continue à interner. Mais il n'y a pas cette... les forces de l'ordre françaises sont moins mobilisées et ce sont d'autres catégories, plus les miliciens, les collaborationnistes, qui arrêtent. Vraiment, on peut dire que avec le Veldiv, avec la rafle du Veldiv et avec les arrestations d'août, il y a vraiment une mobilisation, on dirait aujourd'hui, de la société civile. C'est la période où l'Église protestante organise les filières lors de l'Assemblée du désert de 42, où les évêques parlent en chair. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, et où il y a vraiment une opinion publique qui va être globalement solidaire et qui va venir en aide aux Juifs. Je dis globalement parce que ce qui est toujours difficile, c'est qu'il y a l'histoire individuelle et puis l'histoire collective. Par exemple, ce que raconte Nathan Simiès sur la façon dont il a été maltraité et mis au travail dans cette ferme, il y a d'autres témoignages, mais vous en avez d'autres où les enfants ont été vraiment comme les enfants de la famille, et où les familles ont même rechigné à les rendre après la guerre. Donc, toutes ces situations sont... Enfin, quand on passe il y a une histoire collective, mais dans cette histoire collective, les destins individuels ont quand même leur spécificité. Alors justement, je voudrais qu'on parle, pour terminer cette émission, de l'importance du témoignage oral. Vous avez écrit, parmi de nombreux ouvrages, Annette Viviorca, en 2002, L'ère du témoin, dans lequel vous penchez sur le rôle essentiel de ces récits vivants. Quelle valeur, entre guillemets, ont ces histoires qui nous sont racontées et dévoilées aujourd'hui, 80 ans après? Ouais. Vous, l'historienne que vous êtes, est-ce que vous apprenez des choses? Ça dépend. On apprend toujours quelque chose. Et moi, je suis toujours contente d'entendre des témoignages. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir une confiance comme historien. Hein. Chacun est libre de raconter son histoire comme il s'en souvient et comme il veut. Mais comme historien, on est quand même sensible à des modifications du témoignage qui sont soit dues à la perception. Hein, on sait très bien, quand il y a un accident, hein, quelqu'un a vu la personne avec une chemise rouge, l'autre une chemise bleue. Enfin, on sait très bien que la perception n'est pas forcément la vérité. Et puis, il y a 80 ans. Et les 80 ans, c'est non seulement la mémoire individuelle, mais en général, et on peut le vérifier, la mémoire de son enfance et fonctionne mieux que la mémoire de la veille. Oui. Surtout, c'est quand même percuté par tout ce qui a été dit et écrit depuis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire qui est encapsulée, c'est une histoire qui a été mise en lien avec les films, les récits, on sait très bien comment
on peut s'approprier un bout d'histoire de l'autre qu'on n'a pas vécu, mais dont on est persuadé qu'on l'a vécu parce qu'on l'a entendu dire. Mais je pense que, vous parlez de l'ère du témoin, mais quand j'ai fait ma thèse 91 du siècle dernier, déportation et génocide, j'ai toute une partie sur les témoignages. Et je me flatte d'être peut-être à l'époque la seule historienne, alors que les historiens méprisaient les témoignages. Ils sont tous venus, après, à avoir pensé que le témoignage était une source aussi importante que l'archive, avec toutes les précautions d'usage. Comme d'ailleurs les archives, elles aussi, comportent des erreurs. Dans le dossier d'arianisation de mon grand-père, qui a vécu jusqu'en 1988, il y a écrit, qui est parti en zone sud, à Grenoble, il y a écrit « interné en camp de concentration ». Ça, c'est l'archive. Il n'a jamais été interné en camp de concentration. Donc, aussi bien l'archive que le témoignage doivent être soumis à ce qu'on appelle la critique. Oui, la critique, la confrontation. Voilà, la confrontation, sources, en fait. voilà. Ouais. Nathan Simès. On n'est pas 80 ans après, et je dois avoir aussi quelques trous de mémoire, même beaucoup, sur ce qui s'est... J'ai peut-être aussi occulté quelques passages de cette époque, où, gosse que j'étais, j'ai pas prêté attention, ou je m'en souviens plus. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez dit, pas le sentiment du danger, Non. mais quand on regarde, on prend massivement. Mais pour les enfants et les jeunes gens, ça a quand même été une aventure, la guerre. Tout à fait. Et ils ont parfois, enfin vous avez été dans une situation difficile, mais ils ont parfois des souvenirs joyeux. Alors que les parents qui ont la responsabilité de leurs propres enfants, jamais. Donc c'est très intéressant de voir les tonalités différentes des témoignages. Oui, ça dit quelque chose. Suivant l'âge des personnes. Oui, et dans le témoignage de Marguerite, dont on a écouté 2 extraits, on va écouter un dernier, il y a aussi cette mémoire intacte des noms. Elle est capable de donner les noms des voisins, des voisines, des gens qui les ont aidés lorsqu'elle était à Paris, à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais peut-être aussi, parce que sa mère lui a beaucoup raconté ensuite. Et elle les a peut-être revues, voilà. Ouais. Nathan Simès, je voudrais qu'on termine cette émission pour raconter la fin de la guerre. Votre frère vient vous chercher dans la Sarthe et vous rentrez à Paris. Je rentre à Paris où je retrouve ma mère. On retrouve notre appartement. Et là, à partir de là, les déportés commencent à revenir à l'hôtel Lutetia. Votre frère allait au Lutetia? Comment ? Vous m'aviez raconté que votre frère allait au Lutetia pour essayer d'avoir des tous nouvelles. les matins. Tous les jours, parce que tous les jours, il arrivait des survivants. Et puis, comme papa n'était pas là, tous les jours, je me souviens de ça, tous les jours, il allait tous les jours voir avec la photo de papa si quelqu'un l'avait vu, s'il était revenu. Ça a duré pas mal de temps. Et un jour, il a dit à ma mère, c'est fini, papa ne reviendra plus. Bon, le chagrin était à la hauteur de l'événement. Et puis voilà, puis la vie, elle a repris. Bah, oui. C'est ça qui est bien chez l'être humain. On n'oublie pas, mais on continue de vivre. Alors on va écouter la dernière partie du témoignage de Marguerite, de retour à Paris également, sans nouvelles de leur père qui avait été déporté à Auschwitz. Sa mère se rend tous les jours au Lutetia et là, elle retrouve un beau-frère. On écoute son témoignage. Elle a été tous les jours à l'hôtel Lutetia, qui n'appartenait pas encore aux Juifs, mais c'était un rassemblement de tous ceux qui revenaient, étaient là, et elle venait tous les jours pour voir si quelqu'un de la famille revenait. Sa belle-sœur, les enfants ou mon oncle. Et mon oncle est arrivé un jour sur une civière de Grenoble. Quand ils ont vu que les Allemands étaient perdus, la milice les a fait marcher jour et nuit sans manger. Pour qu'ils meurent, pour qu'il n'y ait personne pour témoigner. Il pesait 35 kilos sur sa civière. Il était tuberculeux à 100% et il est parti le lendemain à Rissorangis. On a été le voir. J'ai une photo qu'on a été à Rissorangis.
Et quand il a vu maman de loin, il l'a reconnue, il a dit « toi », il a tendu le doigt vers maman et ça l'a liquéfié, maman. Quand il a « toi, t'es restée vivante », d'un air de dire « tu n'avais pas de relation, tu n'avais pas d'argent et t'es restée vivante, ma femme avait des relations, ma femme avait de l'argent, elle avait tout pour rester vivante ». Ça l'a tué, ça aussi. C'était une souffrance qui ne s'est jamais remise. Anne Dvorka, vous êtes historienne depuis de nombreuses années et vous travaillez en ce moment, je crois qu'on peut le dire, à la rédaction d'un livre sur l'histoire de votre famille, notamment celle de vos grands-parents. Je ne travaille pas, il est à l'imprimerie. Il est à l'imprimerie, donc vous l'avez déjà terminé, oui. terminé. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, vous aussi, pour raconter l'histoire de votre famille? C'est un projet que j'ai eu très tôt, au début des années 80, quand je suis rentré de mes années maoïstes en Chine. Et j'ai pas été capable de le faire, j'avais pas la maturité. Peut-être aussi, il y avait trop de gens qui étaient encore là. Et je pense que tout mon travail d'historienne a été, en somme, de tourner autour de cette histoire, enfin, en écrivant sur Auschwitz, sur les témoignages, sur le témoin. Et arrivé à mon âge, qui n'est pas tout à fait aussi grand que celui de Nathan Simiès, Tant mieux pour vous. mais quand même très avancé déjà, je me suis dit, voilà, il faut l'écrire. Et je l'ai appelé Tombeau, autobiographie de ma famille, et ça paraît le 2 septembre. Vous viendrez bien sûr sur RCJ. Avec grand plaisir. Nous en parler. Nathan Simès, vos enfants vous écoutent aujourd'hui, vos petits-enfants, et je peux le dire, votre petit-fils qui a 12 ans, qui vous écoute en ce moment. Ça sera les 80 ans jour pour jour de la radio du Veldiv le week-end prochain. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? À part leur souhaiter d'être heureux, j'ai un mot que je voudrais... Soyez quand même vigilants, c'est tout. Vigilants, pas parce qu'il y a un danger immédiat, mais ça peut aller très vite. On voit beaucoup de... Et l'antisémitisme, puisqu'on part de là, il n'est pas mort, malheureusement. Et il y a certainement même une remontée de ça. Et donc, je leur dis, on vit dans le plus beau pays du monde, le pays des droits de l'homme et de la liberté, mais soyez vigilants quand même, c'est tout. Qu'est-ce que je peux te dire ? Merci. Il n'y a pas... Merci infiniment, Nathan Simès, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Votre témoignage sur l'antenne de RCJ à l'occasion des 80 ans de la rafle du Veldiv. Je remercie également Marguerite et sa fille Catherine. Marguerite qui a accepté de raconter cette histoire de petite fille juive à Paris en 1942. Anne Dvorka, merci infiniment C'est moi qui vous remercie. à vous aussi de nous avoir permis de mieux comprendre ce qui s'est passé ces 16 et 17 juillet 1942. On vous retrouve bien sûr dès le mois de septembre pour votre émission mensuelle, un jeudi par mois à 11h sur RCJ. Cet essentiel est à réécouter en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile radio-rcj.info. Merci à Guillaume à la réalisation. Merci à Luna de m'avoir aidé à préparer cette émission. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour l'édition de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.